Il existe au Mexique des endroits qui ne figurent pas sur les cartes. Non pas parce qu'ils sont secrets, mais parce que personne ne s'y intéresse. Ce sont des points oubliés dans la géographie de la douleur. Des villages qui engloutissent leurs propres secrets, noyés dans la poussière et l'indifférence. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un d'entre eux. Un endroit dans les montagnes de Sinaloa dont nous avons caché le vrai nom afin de protéger les quelques victimes qui ont survécu. Nous l'appellerons La Escondida. Bienvenue, je m'appelle Mateo del Valle et vous êtes sur Realidad Prohibida. La Escondida n'avait pas de maire. Elle n'avait pas de chef de police. Elle n'avait pas de loi. Elle avait les frères Rosal, Javier et Armando. Ils étaient la loi, l'autorité, le début et la fin de tout. Leur parole était la seule évangile qui se faisait entendre dans ce coin perdu de la Sierra. Ils étaient propriétaires de la terre, de l'eau et, comme nous le découvririons plus tard, des âmes. Ce n'est pas une histoire sur le narcotrafic. C'est quelque chose de beaucoup plus ancien, de plus sombre. Une histoire sur le pouvoir absolu qui corrompt d'une manière que l'esprit refuse de comprendre. Si vous pensez que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, doit être dite, si vous pensez qu'il faut donner la parole à ceux qui ont été réduits au silence, abonnez-vous. Rejoignez cette quête. Cliquez sur le bouton. Activez la cloche. Car le silence, comme nous allons l'apprendre aujourd'hui, est également complice. Et l'oubli est la pire des peines. Notre histoire commence non pas par un cri, mais par un murmure. Le dossier d'une jeune femme disparue à Culiacán. Sofia, 19 ans. Un cas de plus dans un état habitué à compter les absences. Le dossier était destiné à prendre la poussière dans un tiroir. Un autre dossier jaune dans une pile de tragédies bureaucratiques. Mais un homme ne l'a pas laissé mourir. Ricardo Salas. Un jeune journaliste, tout juste sorti de l'université. Plein de cette fureur naïve que seuls ont ceux qui croient encore pouvoir changer le monde, Ricardo travaillait pour un petit site d'information locale. Il rédigeait des articles de couleur. Il couvrait les événements gouvernementaux. Il écrivait sur les nids de poules dans les rues. Un journalisme inoffensif. Mais au fond de son bureau, il gardait la photo de Sofia. Il y avait quelque chose dans son regard qui ne le laissait pas tranquille. Une tristesse qui semblait contenir une histoire que personne n'avait voulu entendre. Pendant des mois, Ricardo a mené sa propre enquête. Pendant son temps libre. En dépensant son propre argent, il a parlé à la famille, aux amis, aux voisins. Tous disaient la même chose. Sofia était une fille bien, calme, réservée. Un jour, elle n'est tout simplement pas rentrée à la maison. La police a fait ce qu'elle fait toujours. Des questions de routine. Quelques patrouilles. Elle est sûrement partie avec son petit ami, a déclaré un commandant à la mère de Sofia en bâillant. Le système bâillait face à la douleur. Mais Ricardo a trouvé quelque chose. Un petit journal intime, caché sous le matelas de Sofia. Il contenait principalement les pensées d'une adolescente, ses rêves, ses peurs, les paroles d'une chanson. Mais dans les dernières pages, quelque chose avait changé. L'écriture devenait tendue, pressée. Elle parlait d'un voyage. Ils m'emmènent à la Escondida. Maman dit que c'est pour mon bien. Qu'ils vont me soigner là-bas. Soigner. Soigner de quoi? Ricardo chercha la Escondida sur les cartes. Ce lieu n'existait pas. Il interrogea des collègues plus âgés, des photographes qui connaissaient l'État comme leur poche. Certains haussèrent les épaules. D'autres, en entendant le nom, baissèrent la voix. « Ne t'en mêle pas, Moreau. Cet endroit n'est pas de Dieu. » L'avertissement, loin de l'effrayer,
attisa son obsession. Il se procura une vieille carte topographique, de celles utilisées par les ingénieurs de la CFE. Et elle était bien là. Un petit point sans nom, ancré au plus profond de la Sierra. Il a demandé un congé à son travail. On lui a répondu non, que c'était trop dangereux, qu'il n'y avait pas de budget. Ricardo a donc démissionné. Il a mis une tente, des boîtes de thon et toute l'eau qu'il pouvait dans sa vieille Tsuru. Et il a commencé à rouler. L'asphalte a laissé place à la terre. La terre est devenue un chemin caillouteux. Le réseau mobile a disparu au bout de 2 heures de route. Il était seul. La chaleur martelait le capot de la voiture. Le paysage ressemblait à une carte postale pleine d'épines et de poussière. Au bout de 6 heures, alors qu'il pensait être perdu, il l'a vu. Un ensemble de maisons en adobe et en tôle, accrochées au flanc d'une colline comme si elles avaient peur de tomber. La Escondida. Le silence était absolu. Il n'y avait pas d'enfants jouant dans la rue. Il n'y avait pas de musique. Pas même un chien qui aboyait. C'était un silence pesant, anormal. Ricardo a garé la voiture et est descendu. L'air sentait le bois brûlé et autre chose. Quelque chose de sucré et de pourri. Il marcha dans la seule rue du village. Les portes étaient fermées. Les fenêtres ressemblaient à des yeux aveugles recouverts de poussière. Il sentit des dizaines de regards invisibles plantés dans sa nuque. Il entra dans ce qui semblait être un magasin. Une pièce sombre qui sentait l'humidité et le savon bon marché. Un vieil homme, à la peau tannée comme du cuir, le regarda sans expression. Ricardo sortit la photo de Sofia. « Bonjour, je cherche cette fille. L'avez-vous vue ?» Le vieil homme regarda la photo. Ses yeux, 2 pierres ternes, ne bougèrent pas. Il secoua la tête. Un mouvement lent, presque imperceptible. Ricardo insista. « Elle s'appelle Sofia. Elle est venue ici il y a quelques mois, pour se faire soigner. » Le vieil homme se pencha sur le comptoir. Son haleine sentait le tabac rassis. « Nous ne soignons personne ici, jeune homme. Ici, les gens viennent seulement mourir. » Ricardo sentit un frisson le parcourir, malgré la chaleur étouffante. Il sortit de la boutique. Le soleil de l'après-midi peignait le village d'une couleur orange maladive. Il aperçut une femme qui balayait son porche. Il s'approcha d'elle. Il répéta sa question. Il lui montra la photo. La femme écarquilla les yeux, effrayée. Elle marmonna quelque chose d'incompréhensible et courut se réfugier dans sa maison. Le claquement de la porte résonna comme un coup de feu dans le silence. Personne ne savait rien. Ou personne ne voulait savoir. Ricardo décida de camper à la périphérie du village. Alors qu'il montait sa tente, un vieux pick-up rouillé s'arrêta à côté de lui. 2 hommes en descendirent. Ils étaient grands, corpulents, avec le même regard vide que le vieil homme de la boutique. « Que puis-je faire pour toi, mon ami ?» demanda celui qui semblait être le plus âgé. La question n'était pas aimable. C'était un ordre déguisé. « Je suis journaliste. Je recherche une personne disparue. » Les hommes échangèrent un regard. « Il n'y a personne qui est disparu ici, » dit le second. « Ici, nous sommes tous là où nous devons être. » Ricardo sentit le goût métallique de la peur dans sa bouche. « Vous feriez mieux de partir, » continua le premier. « La nuit ici est traîtresse. Et nous ne sommes pas responsables des étrangers curieux. » Ils montèrent dans la camionnette et partirent, soulevant un nuage de poussière qui mit plusieurs minutes à retomber. Ricardo ne dormit pas cette nuit-là. Il entendait chaque bruit. Le vent dans les buissons, le craquement d'une branche. Il pensa à partir, à retourner à Culiacán, à oublier le regard de Sofia et le silence de la Escondida. Il faillit le faire.
Mais à l'aube, alors qu'il rangeait ses affaires, il vit quelque chose. Un enfant, âgé d'environ 6 ou 7 ans, assis sur une pierre, à une centaine de mètres de distance. Il le regardait fixement. L'enfant avait les mêmes yeux tristes que sur la photo de Sofia. Et dans ses mains, il tenait une petite fleur en papier, identique à celle que Sofia décrivait dans son journal. Ricardo sentit son cœur s'arrêter. L'enfant n'était pas une coïncidence. C'était un message. Ricardo abandonna tout. La tente à moitié rangée, le moteur de la Tsuru encore chaud. Il marcha lentement. Il ne voulait pas effrayer l'enfant. Chaque pas sur la terre sèche résonnait comme une explosion. L'enfant ne bougeait pas. Il l'observait simplement. Ses yeux n'étaient soit pas ceux d'un enfant. C'étaient de vieux puits, remplis d'une terrible connaissance. Ricardo s'arrêta à quelques mètres. Il s'agenouilla pour paraître plus petit, moins menaçant. « Bonjour », dit-il à voix basse. « Quelle jolie fleur !» L'enfant ne répondit pas. Il leva simplement la main qui tenait la fleur en papier. Un geste infime, une offrande silencieuse. « Je m'appelle Ricardo », continua le journaliste. « Comment t'appelles-tu » Silence. Le vent souleva un tourbillon de poussière entre eux. « Tu connaissais Sofia » demanda Ricardo, et sa propre voix lui sembla sacrilège. Pour la première fois, quelque chose changea sur le visage de l'enfant. Un tremblement imperceptible sur sa lèvre inférieure. Il se lève. Avec la même lenteur qu'un animal blessé, il se retourna. Et il se mit à marcher. Il ne regarda pas en arrière. Il ne fit aucun signe pour qu'il le suive. Mais Ricardo savait que c'était une invitation, la seule qu'il recevrait. Il se leva et le suivit. L'enfant le guida à l'arrière du village. Un labyrinthe de cours sales, de poulaillers vides et de clôtures en fil de fer tombés. Ricardo sentait à nouveau les regards. Mais cette fois, il pouvait voir les visages. Des femmes qui espionnaient derrière des rideaux déchirés. Des hommes qui cessaient d'aiguiser leurs outils pour le regarder passer. Leurs visages ne reflétaient pas la curiosité. Ils reflétaient la peur et une profonde et insondable résignation. Comme s'ils voyaient un homme marcher volontairement vers l'abattoir. L'enfant n'hésitait pas. Ses petits pieds venus semblaient connaître chaque pierre, chaque morceau de verre brisé sur le chemin. Ils arrivèrent à la sortie du village, à une maison en ruine. Isolée du reste, les murs en adobe étaient fissurés. Le toit en tôle était rongé par la rouille. Il n'y avait pas de porte, seulement un trou noir. L'enfant s'arrêta et désigna la base du mur. Une petite fenêtre au ras du sol, une bouche d'aération pour un sous-sol, bouchée par une planche de bois pourri. Puis, il regarda Ricardo, et pour la première fois, ses yeux semblaient implorer. Sans dire un mot, l'enfant posa la fleur en papier sur le sol, se retourna et courut. Il courut comme si le diable était à ses trousses. Il disparut entre les maisons. Ricardo resta seul, devant cette maison morte, avec le silence de la montagne comme seul témoin. Le soleil tapait fort. Ricardo transpirait froid. Il s'approcha de la petite fenêtre. Une odeur nauséabonde s'échappait des fissures du bois. Une odeur de confinement, de maladie, de désespoir. Il posa la main sur le mur en adobe. Il était froid, malgré la chaleur. Une froideur qui venait de l'intérieur. Il voulut partir, monter dans sa voiture et rouler sans s'arrêter jusqu'à Culiacán, confier l'histoire à quelqu'un d'autre. À quelqu'un de plus expérimenté, de plus courageux. Mais l'image de l'enfant l'en empêchait, la supplication dans ses yeux, la fleur en papier abandonnée dans la poussière. C'était un relais, une responsabilité qu'il ne pouvait refuser.
Avec la pointe d'un couteau, il força la planche. Le bois, pourri par l'humidité, céda dans un craquement pitoyable. L'odeur le frappa au visage. Il faillit vomir. Il se pencha dans le trou, l'obscurité. Il sortit son téléphone portable et alluma la lampe torche. Le faisceau de lumière transperça les ténèbres et révéla l'enfer. C'était une cave en terre battue, humide, petite. Dans un coin, sur un matelas recouvert de haillons, se trouvait une silhouette. Il descendit dans le trou. Ses pieds s'enfoncèrent dans le sol mou. L'air était irrespirable. Il s'approcha. C'était une fille. Non, une enfant. Elle n'avait pas plus de 13 ans. Elle était recroquevillée en position fœtale. Ses yeux, énormes et vides, le regardaient sans le voir. Elle était terriblement maigre. Ses os ressortaient sous une peau pâle et sale. Une chaîne métallique rouillée sortait d'un boulet à sa cheville et se perdait dans l'obscurité du mur. Ricardo sentit ses jambes fléchir. L'horreur était physique. Une griffe lui serrait l'estomac. Autour de la fillette, sur le sol, il y avait des dizaines de fleurs en papier, identiques à celles de Sofia, à celles du garçon. Un jardin macabre, au milieu de la pourriture. « Bonjour » murmura Ricardo. Sa voix n'était qu'un fil tremblant. La petite fille se recroquevilla. Un gémissement animal s'échappa de sa gorge. Ce n'était pas Sofia. Ricardo dirigea la lumière de son téléphone portable vers le mur, au-dessus d'elle. Des noms étaient griffonnés sur la daube. Sofia, Elena, Marisol, Lucia, Anna. Une liste. Une pierre tombale collective. Il comprit. Ce n'était pas la recherche d'une personne disparue. C'était la découverte d'un cimetière d'âmes vivantes. La Escondida n'était pas un village. C'était un piège. Un endroit où les filles ne disparaissaient pas, mais étaient collectionnées. Ricardo tituba en arrière. Il trébucha sur quelque chose. Un seau en plastique. Les toilettes. L'odeur l'étouffait. Il s'appuya contre le mur opposé. L'humidité imprégnait sa chemise. Son esprit ne pouvait pas assimiler tout cela. Qui? Pourquoi? La réponse vint sous la forme d'un bruit. En haut, dans la maison. Le craquement du parquet. Quelqu'un était entré. Des pas. Lents. Lourds. Ricardo éteignit la lampe torche de son téléphone portable. L'obscurité l'engloutit à nouveau. Il retint son souffle. Son cœur battait si fort qu'il craignait qu'on l'entende d'en haut. Les pas s'arrêtèrent juste au-dessus du sous-sol. Puis, le bruit d'un verrou. Un lourd loquet qui coulissait. Ricardo comprit en un instant glacial. Ils n'étaient pas dans la maison. Ils ouvrirent la porte du sous-sol, une porte qu'ils n'avaient pas vue, cachée dans le plafond. Il était piégé. Dans l'antre du monstre, avec l'une de ses victimes. Et le monstre rentrait chez lui. La lumière du jour s'infiltrait par une fente qui s'ouvrait dans le plafond. Une silhouette se découpait sur le ciel bleu. Une grande silhouette. La même silhouette qu'il avait menacée près de sa voiture la veille. C'était l'un des frères. L'un des propriétaires de la Escondida. L'homme commença à descendre un escalier en bois. Et dans sa main, il tenait un plat de nourriture et une fleur en papier fraîchement confectionnée. L'instinct de Ricardo lui cria « Cours !» Mais il n'y avait nulle part où courir. Le sous-sol était une tombe de terre. Il était un intrus. Un témoin qui n'aurait pas dû exister. Il se colle contre le mur le plus sombre. Il essaya de se rendre invisible. D'arrêter de respirer. L'homme descendit la dernière marche. C'était Armando Rosales, le plus jeune des frères. Mais il n'y avait rien de mineur dans sa présence. C'était une montagne de muscles et de silence. Il ne sembla pas remarquer Ricardo.
Ou peut-être que l'obscurité du sous-sol lui était si familière qu'il n'avait pas besoin de regarder. Il marcha vers la petite fille. Il posa l'assiette de haricots frits et une tortilla par terre. La petite fille ne bougea pas. Elle restait dans son coin, recroquevillée de peur. Armando s'accroupit. Il ne la toucha pas. Il posa simplement la fleur en papier à côté des autres. « Je t'en ai apporté une nouvelle », dit-il. Sa voix était étonnamment douce, monotone, dépourvue de toute émotion, comme s'il s'adressait à un animal domestique ou à un meuble. Il resta là un moment, à la regarder. Ricardo eut l'impression que le temps s'était arrêté. Chaque seconde était une éternité de terreur contenue. Il pouvait sentir l'odeur de l'homme, une odeur de sueur, de terre et d'autorité. Armando se leva. Il se retourna, et ses yeux rencontrèrent ceux de Ricardo. Il n'y avait aucune surprise dans son regard, aucune colère, juste un léger éclair d'agacement. Comme s'il avait trouvé un cafard dans sa cuisine. « Tu ne devrais pas être ici », dit Armando. La même phrase douce, la même absence d'émotion. Le contraste entre sa voix et la situation était insensé. Ricardo ne pouvait pas parler. Les mots restaient coincés dans sa gorge. Armando fit un pas vers lui. « Cela ne te regarde pas. » Un autre pas. « C'est une affaire de famille. » Ricardo recula, se collant davantage contre le mur humide. Son esprit cherchait une issue, une arme, quelque chose. Il n'y avait rien, seulement de la terre et du désespoir. « S'il vous plaît, » parvint à balbutier Ricardo. « Elle a besoin d'aide. » Un sourire presque imperceptible se dessina sur le visage d'Armando. « Nous l'aidons. Nous prenons soin d'elle. Nous lui donnons un foyer. » Sa logique était si tordue, si éloignée de la raison, que Ricardo eut le vertige. « C'est un enlèvement, » dit-il en essayant de rendre sa voix ferme. « C'est un crime. » Armando pencha la tête, comme un animal curieux. « Un crime ?» répéta-t-il. « Ici ? Il n'y a pas de crime ici. Ici, il y a de l'ordre. » « Notre ordre ?» Il leva la main, une main énorme, calleuse. Ricardo se recroquevilla, s'attendant à recevoir un coup. Mais le coup ne vint pas. Armando se contenta de pointer l'escalier du doigt. « Va-t'en !» Le mot était un ordre, pas une proposition. Ricardo n'en croyait pas ses oreilles. Il le laissait partir ? Aussi facilement que ça ? « Va-t'en !» répéta Armando. « Et ne reviens pas. Oublie cet endroit. Oublie ce que tu as vu. » Ricardo regarda la fillette enchaînée. Ses yeux vides, son corps consumé. Partir, c'était la condamner. Rester, c'était mourir. Il prit la seule décision qu'il pouvait prendre. La décision d'un lâche qui voulait vivre pour se battre un autre jour. Il passa devant Armando. Il sentit la chaleur qui émanait de son corps. Le pouvoir. Il monta les escaliers sans se retourner. Chaque marche était une trahison. Il sortit dans la lumière aveuglante du soleil. L'air libre lui brûlait les poumons. Il courut. Il courut sans but, sans direction. Il voulait juste s'éloigner de cette maison, de cette odeur, de cette obscurité. Il arrive à sa Tsuru. Les clés tremblaient dans sa main. Il n'arrivait pas à les insérer dans la serrure. Il s'efforça de se calmer. Respire. Réfléchit. Il démarra le moteur. Et il quitta la Escondida en laissant derrière lui un nuage de poussière et de honte. Il roula pendant 1 heure, le cœur battant à tout rompre et l'image de la petite fille gravée à jamais dans sa rétine. Puis, l'adrénaline est retombée. Et la réalité l'a frappé. Il ne pouvait pas fuir. Il ne pouvait pas oublier. Il était journaliste.
Son travail consistait à raconter, à exposer. C'était la seule arme dont il disposait. Il s'est arrêté au milieu de nulle part. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de plan. Il ne pouvait pas aller voir la police locale. Les Rosales étaient à la loi. Il devait quitter la Sierra. Se rendre à Culiacán. Contacter quelqu'un, la presse nationale, les droits de l'homme, n'importe qui. Mais il était sur leur territoire. La Tsuru était une tortue sur ce terrain. Leur camionnette était un prédateur. Il regarda dans le rétroviseur. Rien. Seulement la route déserte. Mais le sentiment d'être observé ne le quittait pas. Il accéléra à nouveau, forçant le petit moteur de la voiture. Chaque bruit était une menace. Chaque ombre, une embuscade. Et puis, il l'a vu. Au loin, un nuage de poussière qui se rapprochait. Rapide. Trop rapide. C'était le pick-up. Il l'avait laissé partir uniquement pour le traquer. Le jeu du chat et de la souris. Leur divertissement pervers. Le cœur de Ricardo s'est emballé. Il a appuyé à fond sur l'accélérateur. La Tsuru gémit, vibrant de toutes ses forces. La route était un cauchemar de nids de poules et de cailloux. Le pick-up se rapprochait. Il pouvait le voir dans le rétroviseur. Rouillé, implacable. Il n'avait aucune issue. Ils allaient le rattraper, le sortir de la route. Et personne ne retrouverait jamais son corps. Ce serait un autre étranger curieux qui se serait perdu dans la montagne. Mais alors, il aperçut une déviation. Une brèche à peine visible qui s'enfonçait dans la montagne. Il n'hésita pas. Il tourna brusquement le volant. La Tsuru s'engagea sur le chemin étroit, griffé par les branches des arbres. Le camion passa sans s'arrêter. Pendant un instant, Ricardo crut qu'il avait réussi. Mais le camion freina. Il fit demi-tour et s'engagea dans la même brèche. Ce n'était pas une voie de secours, c'était une impasse. La Tsuru n'en pouvait plus. Un pneu éclata dans un bruit sec. La voiture s'arrêta. Silence. Ricardo était pris au piège. Le camion s'arrêta à quelques mètres derrière. Il coupa le moteur. La porte s'ouvrit dans un grincement. Cette fois, il n'y avait pas qu'Armando. Javier Rosales, le frère aîné, descendit du siège conducteur. Il était plus petit qu'Armando, mais sa présence était encore plus intimidante. Il avait un calme glacial. Un regard qui semblait calculer le poids de votre âme. Tous deux marchèrent vers la Tsuru, sans se presser, profitant du moment. Ricardo verrouilla les portes. Un geste inutile, pathétique. Javier arriva à sa fenêtre. Il frappa la vitre avec ses jointures. « Descends », dit-il. Sa voix était un murmure rauque. Ricardo secoua la tête. Javier sourit. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je ne t'ai pas demandé ton avis. » Il s'éloigna de quelques pas. Puis, avec une force incroyable, il donna un coup de pied latéral contre la vitre. Le verre éclata. Des milliers de petits éclats pleuvèrent sur Ricardo. Il sentit des coupures sur son visage, sur ses bras. Javier passa la main par l'ouverture. Il ouvrit la porte et le tira hors de la voiture d'un coup sec. Ricardo tomba par terre. Armando le souleva comme s'il s'agissait d'une poupée de chiffon. Il le tint pendant que Javier le regardait. « On t'a donné une chance, » dit Javier. « Nous aimons être justes. Mais la curiosité est une maladie. Et nous sommes le remède. » Ricardo essaya de parler. « Il y a d'autres filles, je sais. Sofia. » La mention de ce nom sembla briser le calme de Javier. Son visage se crispa dans une grimace de colère. « Certaines choses, siffla-t-il, ne doivent pas être nommées. » Il fit signe à Armando. Et puis, le monde de Ricardo devint noir. Ce n'était pas un coup. C'était une pression, une main énorme couvrant sa bouche et son nez. Il se débattit.
Il donna des coups de pied, mais c'était inutile. L'air s'échappait de ses poumons. Des taches colorées dansaient devant ses yeux. Et la dernière chose qu'il entendit fut la voix chuchotante de Javier. « Maintenant, tu fais partie de la Escondida. Maintenant, tu es aussi notre secret. Le pouvoir ne naît pas. Il se construit. Brique par brique, silence par silence, peur par peur. L'empire des frères Rosales à la Escondida ne s'est pas bâti en un jour. Il a fermenté pendant des générations, comme un poison qui se distille lentement. Pour comprendre le monstre, il faut revenir à ses origines. Il faut comprendre le père. Don Eladio Rosales. Eladio n'était pas originaire de la Escondida. Il est arrivé dans les années 70. Un étranger les mains vides et les yeux pleins d'ambition. Le village n'était alors qu'une poignée de familles. Des paysans qui semaient du maïs et des coquelicots sur les flancs de la montagne. Ils vivaient sous la loi d'un autre homme, un cacique local qui les exploitait. Eladio y a vu une opportunité. Il n'a pas défié le cacique de front. Il a été patient. Il a travaillé. Il a gagné la confiance des gens. Il leur prêtait de l'argent. Il les aidait pendant les récoltes. Il a épousé la fille d'une des plus anciennes familles. Il s'est enraciné. Et pendant ce temps, il tissait sa toile. Un jour, le cacique a été retrouvé mort dans son lit. Personne n'a posé de questions. Dans les montagnes, les morts soudaines font partie du paysage. Eladio n'a pas pris sa place. Pas immédiatement. Il a simplement comblé le vide du pouvoir. Il est devenu le médiateur, le conseiller, l'homme qui résolvait les problèmes. Sa parole faisait loi. Sa justice, la seule justice. Les gens lui étaient reconnaissants. Ils le voyaient comme un sauveur. Ils ne comprenaient pas qu'ils avaient simplement changé de maître. Eladio avait 2 fils, Javier et Armando. Et dès le début, il sut qu'ils n'étaient pas comme les autres enfants. Il y avait en eux une froideur, un manque d'empathie qui le perturbait lui-même. Ils ne jouaient pas, ils observaient, ils ne riaient pas, ils calculaient. Javier, l'aîné, était le cerveau, silencieux, analytique. Il pouvait passer des heures à observer une colonie de fourmis, à étudier leurs mouvements, la façon dont elles se dominaient les unes les autres. Armando, le plus jeune, était la force. Un enfant grand et maladroit qui ne semblait pas conscient de sa propre brutalité. Il cassait ses jouets sans le vouloir. Il blessait les animaux sans malice apparente. Il ne comprenait tout simplement pas le concept de douleur chez les autres. Eladio a essayé de les corriger, à coups de ceinture, avec des punitions, mais il n'a réussi qu'à les rendre plus réservés, plus secrets. Ils ont appris à cacher leur vraie nature, à feindre la normalité. Le village les considérait comme les fils du patron, des enfants bizarres, solitaires, mais inoffensifs. Le premier incident s'est produit lorsque Javier avait 14 ans, et Armando, 12. Une cousine éloignée est venue passer l'été. Une fille de la ville, innocente, confiante. Elle s'est liée d'amitié avec eux. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Un après-midi, ils sont allés se baigner dans la rivière. La fille n'est pas revenue. Ils ont dit qu'elle avait glissé, que le courant l'avait emportée. Le village a cherché le corps pendant des jours. Il n'a jamais été retrouvé. Eladio a regardé ses fils dans les yeux. Il cherchait un signe, un tremblement, une once de culpabilité. Il n'a rien trouvé. Seulement 2 paires d'yeux vides qui le regardaient en retour. Cette nuit-là, Eladio a compris. Il n'avait pas élevé des enfants. Il avait créé des prédateurs. Et il eut peur. Pour la première fois de sa vie, l'homme qui contrôlait tout un village eut peur de sa propre chair et de son sang.
À mesure qu'ils grandissaient, le contrôle des frères sur la Escondida devint plus évident. Ils commencèrent à prendre ce qu'ils voulaient. Des terres, des récoltes, des animaux. Personne n'osait leur dire non. La peur du vieil Eladio s'était transformée en une nouvelle terreur envers ses fils. Eladio vieillissait. Son pouvoir s'estompait. Et il voyait ses fils le lui usurper. Pas par une rébellion ouverte, mais par une prise de contrôle lente et silencieuse. Il décidait qui semait, qui récoltait, qui vivait et qui partait. Le village était devenu leur terrain de jeu personnel. Les familles ont commencé à envoyer leurs filles loin, à Culiacan, à Mazatlan, n'importe où, loin du regard des Rosales. Mais les frères étaient intelligents. Ils s'en sont rendus compte et ils ont commencé à offrir leur protection. Le monde extérieur est dangereux, disait Javier lors des réunions du village. Il y a du crime, de la violence. Ici, elles sont en sécurité. Nous prendrons soin d'elles. C'était une offre qu'on ne pouvait pas refuser. Et c'est ainsi que la collection a commencé. Elle n'a pas commencé avec des chaînes et des caves. Elle a commencé de manière subtile, sous prétexte de les éduquer, de leur enseigner des métiers. Ils rassemblaient les filles et les adolescentes dans l'une de leurs propriétés, la Casa Grande. Ils leur interdisaient de sortir. Ils les isolaient de leur famille. Ils leur disaient que c'était pour leur bien. Les familles, paralysées par la peur, acceptaient. Elles espéraient qu'en se soumettant, le monstre s'apaiserait. Mais le monstre ne s'apaise jamais. Il exige seulement davantage. À l'intérieur de la Casa Grande, Javier et Armando ont créé leur propre univers. Un royaume pervers avec ses propres règles. Javier était le dieu, le législateur. Il infligeait des punitions pour la moindre désobéissance. Un regard provocateur, un mot déplacé. Armando était le bourreau, l'exécuteur silencieux des sentences de son frère. Les filles vivaient dans un état de terreur constant. Mais l'horreur avait une autre dimension, plus profonde, plus tordue. Javier ne recherchait pas seulement le pouvoir, il aspirait également à quelque chose d'autre. L'idée de former ce qu'il considérait comme une famille parfaite, une descendance qu'il considérerait comme la sienne. Il imposait aux filles des dynamiques de cohabitation qui incluaient des liens entre elles, avec lui et avec son frère. Il a établi un environnement rigide et contrôlé où prévalaient des pratiques marquées par la pression et la manipulation. Il était convaincu qu'il parviendrait ainsi à ce qu'il interprétait comme une forme de purification et la création d'une nouvelle lignée. Une race d'êtres supérieurs, nés et élevés à la Escondida. Sous son contrôle absolu, les filles qui tombaient enceintes étaient traitées comme des reines, temporairement. Si le bébé naissait en bonne santé, il était séparé de sa mère et élevé dans une autre partie de la propriété. Endoctriné dès la naissance au culte des Rosales. Si le bébé naissait avec des problèmes, ou si la mère se rebellait, il disparaissait. Sofia, la fille du journal, n'était pas la première. Elle était l'une parmi tant d'autres. Elle avait réussi à envoyer un message à l'extérieur. Une petite note transmise par un journalier. Une supplique désespérée qui était parvenue à sa famille. Sa famille, à Culiacan, n'avait pas compris la gravité de la situation. Il pensait que c'était un caprice. « Nous allons t'emmener à la Escondida pour que tu te soignes », lui avait-il dit. Il ne savait pas qu'il la renvoyait en enfer, directement entre les mains des hommes qu'elle essayait de fuir. À son arrivée, Javier et Armando l'ont accueilli avec le sourire. « Bienvenue à la maison », lui a dit Javier. Puis, ils l'ont enfermée dans la cave, pour qu'elle apprenne.
pour qu'elle serve d'exemple. Eladio Rosales a tout vu. Il l'a vu depuis le porche de sa maison. Un vieillard décrépit et sans pouvoir. Il a vu ce que ses fils étaient devenus. Il a vu comment son héritage de pouvoir s'était transformé en quelque chose de monstrueux. Un jour, il a essayé d'intervenir. Il a parlé à Javier. Il l'a supplié. Il lui a dit que c'était mal, que c'était une abomination. Javier l'a écouté patiemment, avec ce calme terrifiant. « C'est toi qui nous l'as appris, père, » lui dit-il. « Tu nous as appris que le pouvoir est la seule vérité, qu'un homme prend ce qu'il veut. Nous ne faisons que tirer les conclusions logiques de ta leçon. » Cette nuit-là, Eladio Rosales mourut, officiellement d'une crise cardiaque. Personne ne mit en doute la version des frères. Il fut enterré avec les honneurs, le fondateur de la Escondida. Et avec lui, ils enterrèrent le dernier vestige de conscience dans le village. Désormais, ils étaient les seuls rois, sans contrepoids, sans limite. Leur volonté était la seule réalité, et la cave devint la destination finale de quiconque osait rêver d'un monde hors de leur contrôle. La fleur en papier était une idée d'Armando, une touche d'étrange et perverse tendresse. Un symbole qui montrait que, même dans l'obscurité la plus profonde, elle lui appartenait. C'étaient ses fleurs. Dans son jardin secret. L'obscurité n'était pas totale. C'était une toile noire parsemée d'étoiles filantes, des pulsations de douleur. Ricardo reprit conscience par vagues. D'abord, les sons, un goutte à goutte rythmé. Le bourdonnement d'une mouche. Sa propre respiration, rauque et difficile. Puis, l'odeur. La même odeur que dans la cave. L'humidité, la moisissure, les excréments. Il essaya de bouger. Une douleur aiguë lui transperça le crâne. Il ouvrit les yeux. La même pénombre, les mêmes murs de terre humide. Mais quelque chose avait changé. Il n'était pas seul. La fillette restait dans son coin. Mais d'autres silhouettes se devinaient dans l'obscurité. Des corps recroquevillés. Des présences qui respiraient. Il en compta 3, 4, 5 autres petites. Toutes avec la même expression lointaine. Le même poids à la cheville. Et lui, il toucha sa cheville. Il sentit le froid du métal. Une chaîne. Courte ancrée au mur. Les frères Rosales ne l'avaient pas tué. Ils avaient fait pire. Ils l'avaient intégré à leur collection. Le journaliste curieux, le trophée. La terreur initiale fit place à une rage froide. Il n'allait pas le briser. Il ne deviendrait pas une ombre de plus dans cette tombe. « Bonjour » dit-il à voix haute. Les silhouettes se recroquevillèrent. « Je ne vous ferai pas de mal » insista-t-il. « Je m'appelle Ricardo. » Silence. « Nous devons sortir d'ici. » L'une des filles, une adolescente qui ne devait pas avoir plus de 16 ans, eut un rire sec, sans joie. « Personne ne sort d'ici, » dit-elle. Sa voix n'était qu'un murmure rauque. « Moi, je sortirai, » affirma Ricardo. « Et je vous ferai sortir. » La fille le regarda. Dans ses yeux, il y avait une lueur qui n'était pas de la résignation. C'était de la pitié pour lui, pour son espoir naïf. Les jours se transformèrent en une routine d'horreur. 2 fois par jour, Armando descendait. Il ne parlait jamais. Il déposait seulement des assiettes avec de la nourriture et de l'eau sale. Parfois, il apportait une nouvelle fleur en papier. Ricardo essaya de lui parler, de le raisonner, de le menacer. Armando ne réagissait pas. C'était comme parler à un mur de granit. Ricardo étudia son environnement. La chaîne, le boulet, le mur en adobe. Il cherchait une faiblesse, une faille dans le système parfait des Rosales.
Mais le désespoir était un poison lent. Il voyait les filles s'éteindre, se résigner au vide. Il ne pouvait pas se le permettre. Il commença à leur parler. Il leur racontait des histoires. Sur la mer qu'aucune d'elles ne connaissait. Sur des villes dont les lumières atteignaient le ciel. Sur la musique. Sur la nourriture. Il leur parlait du monde qui leur avait été volé. Au début, elles n'écoutaient pas. Mais la voix de Ricardo était une constante dans l'obscurité. Une petite flamme dans la noirceur infinie. Peu à peu, elles ont commencé à répondre. Par des monosyllabes, par un signe de tête. L'une d'elles, la plus petite, qui s'appelait Anna, lui a demandé un jour ce qu'était une pizza. Ce fut une victoire, un petit acte de rébellion contre le silence. Ricardo est devenu leur maître, leur ancrage à la réalité. Il leur apprenait à lire et à écrire, griffonnant des lettres dans la terre humide avec un petit caillou. Mais il savait que cela ne suffisait pas. Le salut ne viendrait pas de l'intérieur. Il devait venir de l'extérieur. Quelqu'un le cherchait-il? Sa famille, ses anciens collègues. Avaient-ils remarqué son absence? Ou n'était-il plus qu'un dossier parmi d'autres dans un classeur jaune? Des semaines passèrent, ou des mois. Dans l'obscurité, le temps perdait tout son sens. Et puis, un jour, quelque chose a changé. Un bruit différent. Ce n'étaient pas les pas d'Armando. C'étaient des voix, beaucoup de voix, et le bruit de moteur. Ricardo s'est collé contre le mur. Il a collé son oreille contre la bouche d'aération. Il a entendu des bribes. Opération, dénonciation anonyme, droit de l'homme. Il l'avait trouvé. L'espoir éclata dans sa poitrine, si fort qu'il en eut mal. « À l'aide !» cria-t-il. « Nous sommes ici en dessous. » Il cria jusqu'à en avoir la gorge déchirée. Les filles, contaminées par son ardeur, se joignirent à lui. Un chœur de voix faible et désespéré. Les bruits au-dessus devinrent plus forts. Ils entendirent les Svojbasters la voix de Javier Rosales. Calme. Maîtrisé. « Messieurs les agents, bienvenue dans mon humble demeure. Que nous vaut cet honneur? Nous avons reçu une plainte concernant des personnes retenues contre leur gré. Le rire de Javier. Un rire calme, presque amusé. Ici? Monsieur l'agent, nous sommes à la Escondida. Nous sommes une grande famille. Ici, tout le monde veille les uns sur les autres. Nous devons inspecter la propriété. C'est le protocole. Entrez, faites comme chez vous. Ricardo entendit des pas dans la maison à l'étage. Des pas lourds, des bottes. Il se déplaçait dans la pièce. « Ici !» cria Ricardo. « Dans la cave !» Les pas s'arrêtèrent juste au-dessus d'eux. Silence. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda une voix qui n'était pas celle des Rosales. « Ah, le sous-sol !» dit Javier. « Juste une vieille cave. Faites attention, le sol est pourri. » Ricardo entendit un craquement, comme si quelqu'un essayait d'ouvrir la porte du sous-sol. « Elle est scellée », dit la voix de l'officier. « Oui », répondit Javier sans hésiter. « Il y a eu une invasion de rats. Nous avons dû la fermer. Pour des raisons d'hygiène. » Le cœur de Ricardo se serra. « C'est un mensonge !» s'écria-t-il. « Nous sommes là. » Mais sa voix était faible, étouffée par la terre. « Bon, tout semble en ordre, » dit l'officier. « Non, ce n'est pas possible. Ne partez pas. » « Merci pour votre temps, messieurs les officiers. » Un verre d'eau? Le voyage a dû être épuisant. Ricardo entendit les pas s'éloigner. Le bruit des moteurs qui démarraient. Ils étaient bien partis. Ils étaient partis. Ils étaient à quelques mètres du salut. Et ils sont partis. Le silence qui suivit était pire que n'importe quel cri.
C'était le silence de l'abandon, de la complicité, d'un système conçu pour ne rien trouver. Les filles pleuraient, des sanglots étouffés, sans espoir. Ricardo ne pleura pas. Il ressentit quelque chose de plus froid, de plus dur, la haine. Cette nuit-là, Javier Rosales est descendu à la cave. Pas Armando, Javier. C'était la première fois qu'il le faisait. Il s'est arrêté au milieu de la pièce. Il a regardé Ricardo. « Tu as eu de la chance », a-t-il dit. « Tes amis de la ville ont fait beaucoup de bruit. Mais le bruit s'estompe. L'argent parle plus fort. Et ici, sur ma terre, ma voix est la seule qui compte. » Il s'accroupit devant Ricardo. Ses yeux étaient comme deux éclats de glace. « Je vais te donner une leçon sur le silence. Sur le pouvoir réel. Tu vas voir comment fonctionne le monde dans la réalité. » Le lendemain, ils emmenèrent Ricardo à Culiacán. Non pas comme un homme libéré, mais comme un prisonnier. Ils le remirent à la police municipale, avec une histoire toute prête. Nous l'avons trouvé dans la montagne. Il délirait. Il disait des choses sans queue ni tête. Nous pensons qu'il a consommé des champignons, ou que le soleil l'a affecté. Pauvre garçon. Il a besoin d'une aide psychiatrique. Ricardo fut conduit dans un bureau. Un homme en costume, un haut fonctionnaire, l'attendait. L'homme ne le regarda même pas. Il était en train de signer des papiers. Ricardo a essayé d'expliquer. Il y a des filles. Enchaînées, à la Escondida, les frères Rosal. Le bureaucrate a levé les yeux, d'un air ennuyé. « Jeune Salas », a-t-il dit, en lisant son nom dans un dossier. « Nous avons le rapport des agents. » Ils n'ont rien trouvé. « Ils n'ont pas cherché », insista Ricardo. « Ils ont été achetés. » Javier Rosales. L'homme leva la main. « Écoutez, nous avons deux options. Nous pouvons vous poursuivre pour violation de propriété privée et diffamation. Monsieur Rosales est un membre respecté de sa communauté. Ou nous pouvons accepter la version selon laquelle vous avez eu une crise nerveuse, un épisode psychotique. Nous vous hospitalisons pendant 2 semaines à l'hôpital public. Vous vous rétablissez et nous oublions tous cet incident malheureux. » Ricardo le regarda, le sourire cynique, le regard vide. Le système n'était pas aveugle. Il était complice. « Que vous ont-ils donné ?» demanda Ricardo. L'homme fronça les sourcils. « Pardon ?»« Les Rosals. »« Que vous ont-ils donné ? De l'argent ? Des faveurs ?» Le bureaucrate soupira. Il s'adossa à son fauteuil en cuir. « Jeune homme, vous voyez le monde en noir et blanc. Mais la réalité est pleine de nuances de gris. Les Rosal maintiennent la paix dans cette région. Une paix qui coûterait des millions au gouvernement. Parfois, il faut accepter certains arrangements pour le bien de tous. Le bien de tous. » Ricardo eut un haut le cœur. Le bien supérieur, c'était la vie de ses filles. Sacrifiée sur l'autel de la convenance politique. On l'emmena à l'hôpital psychiatrique, un bâtiment gris et déprimant. On lui retira ses vêtements, ses affaires. On lui donna un uniforme. Et on l'enferma dans une pièce au mur rembourré. On lui injecta des sédatifs. Pour le calmer, disaient les infirmières. Mais Ricardo connaissait la vérité. C'était pour le faire taire. Pour transformer sa vérité en délire d'un fou. Il a passé des jours dans un brouillard chimique. Mais dans ces moments de lucidité, il élaborait des plans. Il n'allait pas abandonner. Il a fait semblant de prendre ses médicaments. Il a fait semblant d'aller mieux. Il a parlé aux thérapeutes. Il leur a dit ce qu'il voulait entendre. Qu'il était confus, qu'il était perdu, qu'il avait imaginé des choses. Et un jour,
ça a marché. Il a été autorisé à sortir, avec une ordonnance d'antipsychotique et un avertissement. Ne vous approchez pas de la montagne, jeune homme. Ce n'est pas un endroit pour vous. Ricardo est sorti de l'hôpital. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas de téléphone. Il n'avait rien. Il n'avait qu'une histoire. Une histoire si monstrueuse que personne ne la croirait. Et une détermination d'acier forgée dans l'obscurité d'un sous-sol. Il n'était plus le journaliste naïf à la recherche de la vérité. Il était un survivant, un fantôme avec une seule mission: faire entendre au monde les cris de La Escondida. Il se rendit au bureau du seul journal national qui avait un correspondant à Culiacán. Il entra. Une réceptionniste le regarda avec dédain. Ses vêtements sales. Sa barbe de plusieurs semaines. « J'ai rendez-vous avec Carmen Mendoza », mentit-il. C'était le nom de la correspondante d'investigation la plus célèbre du pays. Son seul espoir. La réceptionniste hésita. « Attendez ici. » Quelques minutes plus tard, une femme d'une 50aine d'années, au regard intelligent et fatigué, sortit de la réception. C'était Carmen Mendoza. Elle regarda Ricardo de haut en bas. « Je n'ai pas de rendez-vous avec vous, » dit-elle. « S'il vous plaît, » supplia Ricardo. « Donnez-moi juste 10 minutes. J'ai une histoire qui va tout changer. » Carmen soupira. Elle devait entendre cette phrase 10 fois par jour. « Je suis occupé. »« Il s'agit des frères Rosals, » dit Ricardo. Le nom la fit s'arrêter. L'expression de Carmen changea. « Entrez dans mon bureau, » dit-elle. Et pour la première fois depuis des mois, Ricardo sentit qu'une porte ne se fermait pas. Elle s'ouvrait. Le bureau de Carmen Mendoza était un chaos de papiers, de livres et de tasses de café vides. C'était le sanctuaire d'une femme qui vivait pour son travail. Ricardo s'assit et il se mit à parler. Il ne s'arrêta pas pendant 2 heures. Ils vinrent à tout. Le sous-sol, les chaînes, les noms sur le mur, les yeux des filles, la complicité de la police, le cynisme du bureaucrate. Carmen écouta. Elle ne l'interrompit pas. Son visage, d'abord sceptique, se transforma peu à peu. Indignation. Colère. Lorsque Ricardo eut terminé, elle resta silencieuse. Elle se leva et regarda par la fenêtre. « Je suis sur la piste des Rosals depuis des années, » dit-elle sans se retourner. « Je savais qu'ils étaient des caciques. Je savais qu'ils étaient brutaux. Mais ça... » Sa voix se brisa un instant. « C'est un niveau de méchanceté que je ne pouvais imaginer. » Il se retourna. Ses yeux brillaient d'une intensité féroce. « Je vous crois, Ricardo. » Ces 3 mots furent comme un baume pour l'âme blessée du jeune journaliste. « Mais ma parole et la vôtre ne suffisent pas, » poursuivit Carmen. « Le système a déjà prouvé qu'il pouvait vous faire disparaître, vous et cette histoire. Nous avons besoin de preuves irréfutables. Nous avons besoin d'une victime qui parle, d'un témoin qu'ils ne peuvent pas discréditer. » Ricardo pensa aux filles dans la cave, terrifiées, brisées. « Elles ne parleront pas, » dit-il. « Elles ont trop peur. »« Alors nous devons trouver quelqu'un qui s'est déjà échappé, » répliqua Carmen. « S'il y a un sous-sol, s'il y a une liste de noms, cela signifie que le système n'est pas parfait. Quelqu'un a dû s'enfuir. Quelqu'un doit vivre avec ce secret. » Ils commencèrent à travailler ensemble. Carmen utilisa Chasse-Contact, ses sources. Ils ont passé en revue les dossiers des personnes disparues au cours de la dernière décennie. Des centaines de noms, des centaines de tragédies oubliées. Ils cherchaient un schéma récurrent. Des jeunes filles,
issus de zones rurales, ayant un lien, aussi lointain soit-il, avec la région de la Escondida. Des journées de travail frustrantes, des nuits blanches. La bureaucratie était un mur infranchissable. Chaque dossier demandé mettait des jours à arriver, ou arrivait incomplet. Le système se protégeait lui-même. Mais Carmen était experte dans l'art de faire tomber les murs. Et Ricardo avait en mémoire les noms griffonnés sur le mur de la cave. Sofia, Elena, Marisol. Un jour, ils ont trouvé une coïncidence. Elena Morales. Disparue à l'âge de 15 ans. L'affaire a été classée. Fugue. Mais Carmen a trouvé une note marginale dans le dossier. Un rapport d'un hôpital de Los Mochis. Une fille trouvée sur la route, mal nourrie, déshydratée, avec des signes de maltraitance. Lorsqu'ils ont essayé de l'interroger, elle a paniqué. Et s'est enfuie de l'hôpital le lendemain. Personne ne l'a recherchée. Ce n'était qu'une adolescente à problème de plus. Nous l'avons trouvée, a déclaré Carmen. À l'aide des registres des programmes sociaux et des listes électorales, ils ont retrouvé la trace de sa famille. Elle avait déménagé dans un quartier pauvre à la périphérie de Culiacán. Ils se sont rendus à la maison. Une petite construction en parpaing non peint. Une femme leur a ouvert la porte. La mère d'Elena. Ses yeux étaient fatigués, abattus. Lorsque Carmen mentionna le nom de sa fille, la femme tenta de leur fermer la porte au nez. « Elle ne veut pas en parler, dit-elle. »« Madame, » intervint Ricardo doucement. « J'étais là, dans la cave. » La femme s'est figée. Elle l'a regardé. Elle a vu la vérité dans ses yeux. Et elle s'est effondrée. Elle les a fait entrer. Elena était dans la pièce du fond. Elle avait 25 ans, mais semblait beaucoup plus âgée. Une tristesse permanente se lisait sur son visage. Au début, elle refusa de parler. La peur était toujours là, profonde, enracinée. Mais Ricardo se mit à parler. Il décrivit l'odeur, l'obscurité, la chaîne. Il nomma les autres filles. Et alors, Elena se mit à pleurer. Elle pleura pour tout ce qu'elle avait gardé enfoui pendant 10 ans. Puis elle parla. Elle raconta son histoire, l'enlèvement, les abus, la terreur et son évasion. Une nuit, Armando avait oublié de bien fermer le verrou de son chaînon. Une erreur minime. Un miracle. Elle attendit des heures. Puis elle s'enfuit. Elle courut dans la montagne pendant 2 jours, sans eau, sans nourriture, jusqu'à ce qu'il atteigne la route et s'évanouisse. Son témoignage était la pièce manquante, la preuve irréfutable. Carmen a tout enregistré. Elle ne s'est pas adressée aux autorités locales. Elle savait que cela ne servirait à rien. Elle a envoyé l'enregistrement directement au bureau du procureur général de la République, à Mexico. Et en même temps, elle l'a divulgué à une chaîne d'information nationale. Elle a créé une tempête médiatique que le système ne pouvait ignorer. L'histoire a fait scandale. Les horreurs de la Escondida. Le pays tout entier était sous le choc. La pression était immense. Cette fois-ci, ils ne pouvaient pas envoyer 2 officiers corrompus. Ils ont envoyé les forces Speila et les enquêteurs spéciales. La marine. Ils ont encerclé le village. Quand ils sont arrivés à la maison des Rosales, ils l'ont trouvée vide. La cave était ouverte et propre. Il n'y avait pas de chaîne. Il n'y avait pas de fille. Seulement l'odeur du chlore et les noms griffonnés sur le mur. Les frères Rosales s'étaient enfuis. Et ils avaient emmené les prisonnières avec eux. L'opération semblait avoir échoué. La presse a accusé le gouvernement d'incompétence, de leur avoir laissé le temps de s'échapper. Mais Ricardo connaissait les Rosales. Il connaissait l'arrogance de Javier. Il ne s'enfuirait pas loin. La Escondida était leur royaume.
Ils ne l'abandonneraient pas facilement. Ils n'ont pas quitté la Sierra, a-t-il dit au commandant de la marine. Ils se cachent. Ils attendent que vous partiez. À l'aide de cartes topographiques et de sa connaissance du terrain, Ricardo indiqua des cachettes possibles, des grottes, des camps de bûcherons abandonnés. Pendant une semaine, les marins ratissèrent dans la Sierra. Et finalement, ils les trouvèrent, dans une vieille mine abandonnée. Il n'y eut pas de fusillade spectaculaire. Les Rosales se rendirent sans opposer de résistance. Javier comprit que tout était fini. Son pouvoir reposait sur le secret et l'isolement. Lorsque le monde extérieur eut enfin accès à la mine, son empire apparent s'effondra. On y découvrit les jeunes filles qui étaient détenues dans la cave avec Ricardo, ainsi que plusieurs autres dans différentes zones de la mine. Des enfants nés dans un système imposé et rigide. C'était le reflet de ce que Javier appelait sa famille parfaite. Le sauvetage n'était que le début d'un autre calvaire. La réintégration dans un monde qu'il ne connaissait pas. La lutte contre les traumatismes. Beaucoup ne s'en sont jamais complètement remises. Les frères Rosales ont été traduits en justice. Le procès fut un véritable cirque médiatique. Leurs avocats ont fait valoir qu'il s'agissait d'une tradition locale, d'un malentendu culturel, que les filles étaient là de leur plein gré. Mais le témoignage d'Elena, et maintenant celui de Ricardo, était trop puissant. Ils ont été condamnés à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Dans la salle d'audience, Javier Rosales n'a jamais regardé Ricardo. Il a gardé son calme glacial jusqu'à la fin, comme si tout cela n'était qu'un contretemps dans ses plans. La Escondida est devenue un village fantôme. Les gens sont partis, honteux de leur silence, de leur complicité. La terre, autrefois fertile, s'est asséchée. Comme si la méchanceté des Rosales l'avait empoisonné à jamais. Ricardo Salas n'a plus jamais été le même. Il a remporté des prix pour son reportage. Il est devenu un journaliste renommé. Mais l'obscurité de la cave ne l'a jamais complètement quitté. Parfois, la nuit, il sentait encore le froid du métal sur sa cheville. Et il voyait les yeux vides des filles qu'il n'avait pas pu sauver à temps. Les noms sur le mur. L'histoire de la Escondida est une plaie ouverte dans la conscience du Mexique. Un rappel brutal que le mal ne porte pas toujours des cornes et une queue. Parfois, il prend le visage d'un membre respecté de la communauté. Parfois, il se cache à la vue de tous, protégé par le mur de notre propre indifférence. Et cela nous oblige à nous demander combien d'autres Escondidas existent-elles dans les coins oubliés de notre pays? Combien de cris le silence étouffe-t-il? Je suis Matteo Del Valle et rendez-vous dans le prochain épisode de Realidad Prohibida.